Je me nomme Herman van der Rem. Je suis né à Amsterdam il y a un peu plus de 19 ans. J'ai pris le bateau pour me rendre à Bordeaux à la demande de mon frère Laurent, afin de nourrir son projet d'un atlas universel. Mon embarcation vient de dépasser la tour de Cordouan, dressée au milieu de la rivière Gironde à l'entrée de la Grande Mer. Si les vents et les marées nous sont favorables, il ne restera pas plus de 4 jours de navigation avant d'accoster à Bordeaux. Le paysage dans son immensité est tout entier dédié à la vigne. Océan de vignes, aurait dit Montaigne, avec comme une île ou comme un vaisseau à l'ancre, le village de Pauillac regroupé autour de son église romane. Au temps des Anglais, ce port exportait les vins qui lui assuraient une renommée aussi importante que celle de Bordeaux ou de Saint-Émilion. Blaye est une halte obligée pour tous ceux qui remontent le fleuve. Les vaisseaux étrangers sont tenus de décharger leur artillerie et de payer quelque chose. Ici, comme dans chacun des ports en bord de Garonne, se rejouent les mêmes scènes. Des portefaix, aidés parfois de bouviers et de bœufs, transbordent et roulent sur des palanques, cargaisons et tonneaux des navires en rupture de charge. La plupart des navires de gros tonnage que nous croisons sur le fleuve sont étrangers. Ceux de mon pays sont pour l'essentiel des caboteurs qui rallient la Hollande en quelques dizaines de jours. Filadière, anguilles, gabarres, voici là toute la flotte des Bordelais. Ce port, qui commerce avec tous les peuples d'Europe, ne construit des embarcations que pour son fleuve et son arrière-pays, et très peu pour l'océan et le reste du monde. Nous passons devant les coteaux de l'Ormont, où se blottit un modeste ermitage. Cet édifice discret contraste avec la résidence de l'archevêque de Bordeaux, qui se situe non loin de là. L'endroit est un verrou stratégique avant l'arrivée à Bordeaux. Sur le promontoire, des coulevrines disposées là à la demande du cardinal de Sourdis contrôlent l'accès au port. Ce fleuve est une mer, et souvent cette mer envahit les terres basses que les Bordelais nomment palus. Exploiter ces marais est un combat permanent contre les eaux, et dans ce combat les Hollandais excellent. Alors que j'approche de Bordeaux, moi un natif d'Amsterdam, je reconnais avec fierté dans ces grandes étendues de terre rendues propres à la culture des céréales, le travail de mes compatriotes ingénieurs. Ces derniers forment une partie de la colonie que je m'apprête à rejoindre. La vue du port, je devrais dire des ports, est impressionnante par son ampleur. Voici donc dans tout son éclat et toute sa fortune, cette capitale provinciale si prompte à la révolte, qui accepte peut-être d'appartenir au royaume de France, mais refuse d'en acquitter les taxes, surtout quand, forcément exorbitantes, ces dernières touchent au commerce du vin. Une foule parlant toutes les langues se presse. Tonneliers, débardeurs, bouviers, portefaix, marins. Tous s'activent, vocifèrent, s'insultent. Certains tirent à l'aide de cordes les barriques des bords du fleuve, d'autres font rouler des tonneaux pour les sortir des chais. Ce sont dans ces maisons directement ouvertes sur la Garonne que mes compatriotes négociants hollandais stockent et mélangent les vins pour les améliorer. Bordeaux vit recluse derrière ses murailles. Seuls quelques antiques édifices, pour la plupart situés hors des murs, témoignent, bien qu'à l'état de ruine, d'une gloire passée. Pour toute vie, on y croise aujourd'hui des voyageurs comme moi égarés, des moutons en pâture et quelques rares ribaudes offertes aux passants. Herman van der Rem arrive vraisemblablement en janvier 1638 à Bordeaux et y réside jusqu'à sa mort, le 2 juin 1649. Sans doute missionné par son pays pour espionner ce grand port français,
il réalise une quantité considérable de croquis et de dessins. Si on ne sait pratiquement rien de sa vie, seule subsiste l'œuvre dessinée. Cette dernière est un témoignage extraordinaire sur Bordeaux et les rives de Garonne au XVIIe siècle.